bonsoir. Décor et paysage particuliers, vous l'aurez compris. Ce soir, votre magazine hebdomadaire, Le Point, déménage de son studio habituel, la RTS, pour cette suite d'un hôtel de la place. Invité spécial de ce numéro, son Excellence Guillaume Kigbafori Soro. Il est ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire de 2007 à 2012. Aujourd'hui, l'homme est chef de la représentation nationale. Mais Guillaume Soro, c'est surtout ce fameux dirigeant de la puissante FESI, la Fédération des étudiants de Côte d'Ivoire sous Bédié, qui finalement prendra les armes sous Laurent Gbagbo au milieu des années 2000. Exit donc le mouvement rebelle, exit le mouvement étudiant. Guillaume Soro fait aujourd'hui face à la République et à ses exigences. En Côte d'Ivoire, vous savez, le contexte est politiquement chargé. L'ancien chef de l'État Gbagbo est dans les mains de la justice internationale. Dans le pays, le président Ouattara engage le combat de la reconstruction sur fond de remous. Ça ne manque pas. Quel positionnement donc pour l'ancien homme fort de Bouaké, mais surtout, quel avenir politique pour lui? C'est ce que nous tentons aujourd'hui de voir avec celui qui entame depuis lundi une visite officielle de 5 jours au Sénégal. Excellence Guillaume Kigbafori Soro, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes au Sénégal depuis lundi, vous entamez une visite officielle de 5 jours. D'abord, on l'a dit, vous avez été Premier ministre de Côte d'Ivoire avant de devenir président de l'Assemblée nationale. Comment s'est fait donc cette mutation de Premier ministre, vous êtes devenu président de l'Assemblée nationale? D'abord, avant de répondre à votre question, vous me permettrez d'adresser mes premiers mots de remerciement à son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et à mon collègue, ami et frère, le Président Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Je dois dire et reconnaître qu'il a eu l'initiative de m'inviter ici à Dakar pour, bien entendu, avoir des séances de travail avec le Parlement sénégalais. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet, bien entendu, de rapprocher nos deux institutions, les deux parlements, à la base. Ceci dit, en effet, vous l'avez souligné, j'ai été Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Évidemment, à un moment donné de la vie de la nation ivoirienne, il m'est apparu, en harmonie et en parfaite concertation avec le président de la République, utile d'aller, n'est-ce pas, me frotter au suffrage des électeurs, dont je me suis rendu dans mon village pour solliciter les électeurs. J'ai été élu député. Ensuite, j'ai sollicité le vote des députés et j'ai été élu président de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est que ces deux institutions totalement différentes, je m'y fais actuellement, après 2 ans, n'est-ce pas, à la tête du Parlement ivoirien, et je pense que c'est bénéfique pour moi en termes d'expérience. Mais cela a été une surprise un peu sur le continent. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à cette mutation-là. Oui. Et à un moment, les gens ont même pensé que c'était une sorte de sanction, non? Ah non, pas du tout. Vous savez, d'abord, il faut préciser qu'avant l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, l'actuel président, le président Alassane Ouattara, avait passé un accord électoral avec le PDCI-RDA, l'autre parti de l'ancien président Bédié. Donc il était évident qu'à partir du moment où cet accord avait été passé entre M. Ouattara et M. Bédié, que M. Ouattara, un homme d'honneur qui tient parole, devrait, n'est-ce pas, exécuter, sinon appliquer l'accord électoral qu'il avait avec le PDCI. Donc c'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, mon départ de la primature. Vous constaterez que le gouvernement que j'avais formé le 1er juin 2011, tous les ministres sont restés en place, seul le Premier ministre a quitté le gouvernement. C'était juste pour appliquer un accord électoral. Oui. Mais vous avez traversé quand même deux présidents, vous êtes très jeune, depuis votre vie d'étudiant, vous êtes devenu président de l'Assemblée nationale, les choses sont allées très vite. Comment vous avez pu réussir dans ces méandres-là? Non, disons qu'il faut y voir une part du destin. C'est vrai que quand j'étais étudiant dans les... L'audace aussi, non? Je veux bien, mais tout ceci sont des aspects du destin. Quand j'étais étudiant dans les années 90, je n'avais pas imaginé, bien sûr, que je serais le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et ensuite le président de l'Assemblée nationale. Toujours est-il que ma vocation, en tout cas mon objectif, a toujours été
de mener le combat et le combat juste. Je me considère aujourd'hui comme un homme de mission. De la même façon que secrétaire général, leader du mouvement étudiant, ensuite leader donc des forces nouvelles, la rébellion ivoirienne, après Premier ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, je suis en train d'accomplir ma mission. Oui, mais tout ça sur fond quand même d'objectifs ultimes en ligne de mire, hein, et nous y reviendrons. Mais je dois dire quand même que vous avez travaillé avec l'ancien président Gbagbo, vous travaillez avec Ouattara aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est fait? Non, disons que d'abord, j'ai été Premier ministre en 2007, issu d'un accord politique. La Côte d'Ivoire, vous le savez, depuis 2002, le 19 septembre, était divisée en deux. Si on voulait, bien entendu, réussir la réunification territoriale de ce pays, il fallait aboutir à un partage du pouvoir. Donc l'accord politique de Ouagadougou, le dernier en l'espèce, a défini clairement les responsabilités en ayant en ligne de mire la réunification de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai été nommé Premier ministre. Je savais que les débuts ne seraient pas faciles parce que M. Gbagbo et moi-même, nous avons un certain caractère, de sorte que ce n'était pas facile dès les débuts parce qu'il y avait une grande méfiance, il y avait même de la défiance. Déjà, oui, bien sûr. Et la preuve, c'est que 3 mois à peine que j'ai été nommé Premier ministre, j'ai quand même été victime d'un attentat. Mais au-delà de ces vicissitudes, de ces problèmes, il fallait aller à l'objectif final qui était d'organiser des élections démocratiques et transparentes. C'est ce que j'ai fait. Et en novembre 2010, le peuple souverain de Côte d'Ivoire, en toute transparence et en toute responsabilité, a porté son choix sur M. Alassane Ouattara. Évidemment, ma responsabilité en tant que Premier ministre à ce moment-là était de dire aux Ivoiriens, aux Africains et au monde entier qui avait gagné les élections. Et c'est cette responsabilité que j'ai assumée en me déterminant dès les premières heures pour dire que M. Ouattara avait gagné l'élection. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris en son temps vos responsabilités quand on sait que vous étiez déjà en position de force, hein, pour avoir déjà réussi à diviser le pays en deux, mais vous avez voulu jouer les neutres. Est-ce que vous avez été contraint du point de vue de l'âge ou bien... Non, vous savez bien que c'est vrai, il y a eu de l'antagonisme. Je dois dire même qu'il y a eu une situation d'opposition extrême entre nous. Mais la force et la capacité de viser uniquement l'intérêt général, je dis bien l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, nous a amenés à quitter l'arène militaire de la guerre pour nous transporter dans l'arène politique des négociations de paix. Et c'est en l'espèce que nous avons décidé que la seule possibilité pour la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et la réunification était d'aller à des élections démocratiques et transparentes. Et c'est ce que nous avons fait. Nous allons faire le bilan de ce processus-là de réconciliation. Mais tout cela s'est passé aujourd'hui. Vous êtes quand même président de l'Assemblée nationale, un des plus jeunes présidents sur le continent en tout cas. C'est un honneur pour toute la jeunesse africaine. Vous êtes à ce titre-là en visite officielle au Sénégal, nous l'avons dit tantôt. Quelles sont justement les raisons de votre visite? Non, je l'ai dit tout à l'heure, le président, mon ami Moustapha Niasse, m'a invité pour venir au Sénégal pour que nos deux parlements puissent se rapprocher et, n'est-ce pas, s'inspirer des expériences de l'un et de l'autre. Donc nous sommes ici pour partager nos expériences en matière parlementaire. Donc je trouve que c'est une bonne idée parce que après la séance de travail que nous avons eue hier, il y a des choses que j'entends, n'est-ce pas, mettre en œuvre, en application en Côte d'Ivoire. Par exemple, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant la question, par exemple, de la parité. En Côte d'Ivoire, vous savez, sur les 255 députés que nous sommes, il n'y a que 25 femmes, soit 9,8%, ce qui est un taux faible. Au Japon, à Yokohama, le président Ouattara salue un peu le modèle sénégalais.
Ah oui, en la matière. Oui. Non, je pense que c'est très bien et que tous les autres pays du continent, notamment de la sous-région, et en particulier la Côte d'Ivoire, gagneraient, n'est-ce pas, donc à imiter l'initiative. Pour vous, c'est un cas d'école, le Sénégal? Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est une bonne chose et je vais, convaincu par les arguments de mes amis sénégalais, je vais en Côte d'Ivoire et j'essaierai, n'est-ce pas, de sensibiliser les hommes parlementaires et les Ivoiriens à accepter la parité chez nous. Et pour vous, l'option, c'est quoi? Parité intégrale ou parité à moitié? Non, mais ce sera aux députés ivoiriens, ce sera aux Ivoiriens d'engager le débat. Le mérite que j'aurai, c'est d'amener le débat, de dire aux Ivoiriens, regardez nos voisins sénégalais, ils font la parité et le ciel n'est pas tombé sur le Sénégal. Une position personnelle quand même par rapport Oui, à mais non, moi je suis déjà, je l'ai dit en début de législature, que donc je ferai la promotion du genre. Il y a plusieurs étapes. Certains pays ont opté par exemple pour le système des quotas. Ici, on parle de parité. Donc en Côte d'Ivoire, je l'ai déjà dit, que je ferai de la promotion du genre une de mes politiques. Regardez, quand malgré le fait que nous n'avons que 25 femmes au Parlement ivoirien sur les 255, nous avons 6 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Et j'ai tenu à ce que paritairement, ces commissions soient dirigées autant par des hommes que des femmes. Voilà, c'est déjà des esquisses. Entre vous et le président Niasse, quand même, il y a un écart de génération. Vous l'avez dit hier, vous êtes venu vous inspirer au-delà du travail que font les deux, oui, de son expérience. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour vous. Oui, le président Moustapha Niasse est mon aîné de très loin, en termes d'âge, mais je l'appelle quand même mon cadet dans la fonction, parce que j'ai été élu président de l'Assemblée nationale avant le doyen Moustapha Niasse, et il accepte volontiers. Voilà, aujourd'hui, vous voyez l'état de la démocratie au Sénégal, quand on sait que sur le continent, dans plusieurs pays, il y a des remous. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Sénégal peut être un moteur quand même dans ce processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Je pense que le Sénégal a une expérience démocratique réussie. J'en veux pour preuve déjà le fait que vous n'avez pas connu une déstabilisation longue de votre État et que vous n'avez pas connu une crise post-électorale violente comme nous l'avons connue. Il y a quand même eu ici une transmission pacifique du pouvoir. C'est à saluer. Je pense que c'est une bonne chose et que nous, Ivoiriens, du haut de nos 3000 morts, étions fiers que le Sénégal ait réussi à éviter les tueries, les crises post-électoraux qui ont fait tant de tort à notre pays. Un des points fondamentaux de votre visite reste quand même cet accord important qui est signé avec le Sénégal. À quoi, au-delà des deux parlements, à quoi les populations des deux pays peuvent... Alors, disons que les missions constitutionnelles dévolues à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont connues. La première mission constitutionnelle importante est la votation des lois. C'est-à-dire que les députés doivent voter les lois. La deuxième mission, c'est bien entendu le contrôle de l'action gouvernementale. Et la troisième mission est une mission de représentation. Donc, dans le volet représentation, vous avez ce qu'on appelle la coopération parlementaire. Donc, dans le cadre de la coopération parlementaire, nous avons des organisations comme l'Union interparlementaire. L'Union interparlementaire, sachez-le, l'Union interparlementaire est pour les parlements ce que l'ONU est pour les États. Nous avons aussi, par exemple, pour les pays francophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, j'ai considéré qu'on pouvait avoir des accords bilatéraux avec certains pays. Nous avons déjà un accord bilatéral avec la Belgique et j'ai considéré qu'il était important que nous ayons un accord bilatéral avec le Sénégal de coopération. Donc, nous allons signer demain, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore signé. Nous avons transmis le projet à nos amis du Sénégal. Le président Moustapha Niasse m'a assuré qu'ils étaient en phase avec nous et nous allons signer cette convention de coopération. C'est la toute première que vous signez avec un État du continent.
Voilà, c'est la première convention que nous allons signer avec un État du continent, notamment le Sénégal. Donc, cette convention de coopération met en place le cadre de la collaboration entre l'Assemblée nationale du Sénégal et l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Par exemple, nous pourrions faire des échanges, n'est-ce pas, d'expériences en matière de travail parlementaire. Nous pourrions envoyer certains de nos fonctionnaires ici, voir comment l'administration de l'Assemblée nationale du Sénégal fonctionne et vice-versa. D'autant que vous êtes dans un contexte post-guerre, de reconstruction. De reconstruction de nos institutions. Vous savez bien que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, depuis 2010, n'avait pas été renouvelée et qu'elle a fonctionné au ralenti. En Côte d'Ivoire, voilà, l'actualité, c'est aussi, on l'a dit tantôt, la reconstruction. Quel est le bilan à l'heure où nous parlons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, disons que le gouvernement, depuis 2011, fait un travail formidable au plan de la sécurité. Des réformes sont réfléchies, mûries et vont être mises en œuvre. Et en matière de sécurité, je pense que la Côte d'Ivoire a fait rapidement beaucoup de progrès. Par exemple, l'indice de sécurité qui est évalué par les Nations Unies est passé de 4 à 1. Ce qui permet, par exemple, qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement, qui avait délocalisé à Tunis, revienne en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et vous savez, il y a quelques semaines seulement, à Marrakech, au Maroc, donc l'Assemblée, n'est-ce pas, de la BAD a décidé de son retour en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que la situation sécuritaire est au mieux, parce que cette institution ne déciderait pas de revenir en Côte d'Ivoire si la sécurité n'était pas garantie au mieux dans ce pays. Oui, mais il y a aussi des remous ces derniers temps, l'affaire du Mans. Avant cela, il y avait Bouaké avec les ex-combattants qui manifestent un peu. Bien sûr, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire est le pays le plus sécurisé au monde. La question de sécurité est un défi permanent pour tous les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la situation en main dans le cadre du désarmement Absolument. Ce sont des choses qui sont réglées. Évidemment, après une grave crise comme on l'a connue, il y a eu encore quelques escarmouches localisées sur des frontières, notamment la frontière ouest. Mais qui connaît la Côte d'Ivoire, qui a vécu en Côte d'Ivoire depuis 1960, c'est que ce n'est pas une situation nouvelle. L'ouest de la Côte d'Ivoire a toujours été une région tumultueuse pour plusieurs raisons. D'abord, nous partageons une longue frontière avec le Libéria qui a longtemps été déstabilisée et que dans cette partie, n'est-ce pas, de la sous-région, circulent des armes, circulent aussi quelques mercenaires. Donc c'est localisé. Nous maîtrisons parfaitement la situation. Cela intervient au moment où, vous le savez, l'expert indépendant des Nations Unies publie le rapport sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il y a des progrès, mais qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et que des choses restent encore à faire. Moi, je retiens de ce que vous dites le mot progrès. Évidemment, en période de guerre, il faut le savoir, les droits de l'homme valent ce qu'ils valent. Ça n'a rien à voir avec le continent africain. C'est sur tous les continents. Quelle appréciation faites-vous déjà de ce pré-rapport qui est en passe d'être publié? Non, je ne suis pas de ceux qui critiquent ou qui dénigrent ou qui calomnient les organisations des droits de l'homme. Moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai bénéficié du soutien des ONG, d'Amnesty International et j'ai même été prisonnier politique déclaré par Amnesty International. Donc je ne suis pas de ceux qui vont porter la vindicte sur ces organisations. Ce que je dis simplement, la Côte d'Ivoire a connu une situation de guerre. Et quand on est en guerre, c'est vrai que les droits de l'homme souffrent. Maintenant que la guerre est terminée, le gouvernement Ouattara prend des mesures et des dispositions pour fermer la parenthèse, n'est-ce pas, des violations des droits de l'homme. Donc, ces organisations qui font ces rapports, à mon avis, ont pour objectif d'encourager le gouvernement à prendre plus de mesures pour assurer les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne chose. Oui, mais donc on pense que la justice sociale en a pris quand même un coup avec ce qu'on appelle un peu partout la justice des vainqueurs chez vous, l'arrestation de Gbagbo et dernièrement du chef des responsables des jeunes du FPI. Est-ce que tout cela favorise-t-il justement la reconstruction en cours? C'est un slogan politique, la justice des vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on n'a pas vu les... Oui,
des arrestations dans vos Vous plans. ne m'embarrasserez pas avec cette question, je vais vous répondre. Qu'est-ce que ça signifie la justice des vainqueurs? Ce n'est qu'un slogan politique. Et c'est même politicien. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Qui est à l'origine de la violation des droits de l'homme? Qui est à l'origine de toute cette violence qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire? Si le 28 novembre 2010, Gbagbo, ayant perdu les élections, avait accepté de faire une transmission pacifique du pouvoir à M. Ouattara, il n'y aurait pas eu de violation des droits de l'homme. Bien au contraire, ce qui s'est passé, c'est que M. Gbagbo, voulant coûte que coûte conserver le pouvoir, a lancé des miliciens, son armée, des chars pour tuer les populations civiles. Donc, face aux populations civiles qui se faisaient massacrer dans les rues, vous avez même vu des films sur Internet, des citoyens de Côte d'Ivoire en train de brûler d'autres citoyens ivoiriens. Oui, mais vous aussi, vous avez été à la tête d'une rébellion. Et vous pensiez qu'une armée responsable, un président qui a été élu, pouvait rester insensible. Nous avons déclenché des hostilités en Côte d'Ivoire pour stopper la violence à Abidjan, pour empêcher que les miliciens de Gbagbo continuent d'exécuter froidement les Ivoiriens dans les rues. Nous avons déclenché cette opération militaire comme le voulait d'ailleurs la CEDEAO, comme le voulaient les Nations Unies, pour mettre fin au règne de la terreur dans la ville d'Abidjan. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation dans votre camp? Qu'est-ce que vous en savez? Informez-vous. Après toute cette violence, oui, les partisans, M. Gbagbo lui-même, et tous ceux qui étaient dans sa résidence bunkérisée ont été arrêtés. Sur les 160 qui y étaient, nous avons sorti sains et saufs. Je dis bien sains et saufs, 157 personnes que nous avons, par un couloir humanitaire, envoyés au Golfe, logés dans nos propres chambres, nous qui étions encerclés au Golfe. Personne n'est mort, sauf l'ancien ministre de l'Intérieur qui est décédé suite à une balle perdue. Mais celui-là, il n'est pas mort au Golfe. On l'a envoyé à la PISAM, l'une des cliniques les plus huppées de qualité à Abidjan. Nous l'avons envoyé à la PISAM, il est mort à la PISAM. Ce qui signifie justement que nous n'avons pas voulu maltraiter les hommes de M. Gbagbo. Mais maintenant, quand vous dites tout ceci, où est-ce que vous mettez les 3000 morts? Est-ce que vous pensez aux Ivoiriens qui ont été tués, égorgés, exécutés sommairement? Vous n'en parlez pas. Oui, c'est le sort de M. Gbagbo qui vous... C'est le sort de M. Gbagbo qui vous préoccupe. Non, du tout. Il y a eu des camps qui s'affrontaient de toute façon. Il y avait des belligérants. Mais ce que je suis en train de vous dire, aussi bien au Mali, l'armée française, comme M. François Hollande l'a dit, quand il recevait le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, il dit, il peut paraître paradoxal, qu'on me donne aujourd'hui le prix pour la recherche de la paix, au moment où j'ai déclenché une guerre au Mali. Quand il a déclenché la guerre au Mali, il y a eu des morts. Parce qu'une guerre, ça donne des morts. OK? Donc, maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, ceux-là ont été arrêtés. Ils seront jugés. Ils sont en prison pour les 3000 morts qu'ils ont occasionnés à la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'armée de Côte d'Ivoire, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui bravement ont déclenché des hostilités pour mettre fin, à la terreur à Abidjan, si certains parmi eux ont commis des dérives, ils seront bien entendu sanctionnés. Mais ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas, parce que dans la précipitation, on commet des erreurs. Donc nous voulons aller doucement, à notre rythme, parce que, tout simplement, quand nous sommes arrivés à Abidjan, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'existait plus. Il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus de gendarmes, il n'y avait plus de tribunaux. Donc nous sommes en train de reconstruire notre justice. L'État est de retour, la justice est de retour. Je vous donne un exemple tout simple. M. Gbagbo est à la CPI depuis décembre 2011.
et pourtant il n'a pas encore été jugé. La CPI qui a plus de moyens, qui n'a pas connu donc les ravages d'une crise post-électorale, jusqu'à présent il n'est pas jugé. Pourquoi vous êtes si tolérant et vous n'êtes pas pressé à la CPI et puis vous êtes pressé à la Côte d'Ivoire? Donc laissez-nous faire le travail à notre rythme. Tout se fait dans les règles de l'art, donc. Absolument. Ce sera en toute transparence. Je vais même vous donner un exemple. Il y a un général, le général Doboblé, qui a été accusé d'avoir fait exécuter un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire qui avait eu pour seul tort d'être venu rendre visite à sa famille retenue au Golfe. Quand il est sorti, on l'a exécuté. Quand ce fait a été porté à la connaissance de l'opinion publique nationale, tout le monde s'attendait à ce que monsieur le général Doboblé soit condamné à perpétuité. Mais notre justice, en toute indépendance, en toute autonomie, l'a condamné à 15 ans de prison. Et j'ai eu beaucoup de citoyens qui m'ont appelé pour me dire « Mais monsieur Soro, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision de justice. Ce monsieur est auteur de massacre, mais il n'est condamné qu'à 15 ans de prison, là où nous voyons la peine de mort. » Je leur ai dit « La justice, désormais, habituez-vous à une justice indépendante. » Maintenant, la Côte d'Ivoire, tout cela semble être derrière, hein, la croissance est de retour. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qui a pu favoriser cela? Ah non, je pense que c'est le travail et le mérite du président de la République. Le gouvernement a travaillé d'arrache-pied et donc les choses sont allées rapidement. Il fallait reconstruire l'État de Côte d'Ivoire. Retenez-le, la Côte d'Ivoire donc devrait être reconstruite après la crise post-électorale en 2011. Il n'existait qu'une seule institution, le président de la République. Donc, le président de la République a mis en place le gouvernement et il nous a chargé très rapidement de remettre en place les institutions. 6 mois après la formation du gouvernement, nous avons tenu les élections législatives. Ce n'est pas rien, ce n'est même pas banal, parce que certains pays, bien que n'ayant pas connu la situation que nous avons vécue, n'ont pas encore fait d'élections législatives. Donc, nous avons mis l'Assemblée nationale en place, nous avons mis toutes les autres institutions en place, nous avons achevé le mois dernier le processus électoral par l'organisation des élections locales. Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est tout ça, cet environnement de paix, de tranquillité, d'accalmie, de sécurité aussi, parce que les investisseurs ne vont pas là où il n'y a pas de sécurité, qui a permis que nous fassions un taux de croissance de 9,8%. Guillaume Soro, politiquement, jusqu'où voulez-vous aller? Je suis un homme de mission. J'ai été Premier ministre. Je suis président de l'Assemblée nationale. Je me consacre exclusivement à faire en sorte que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire tienne toute sa place au cœur de la République ivoirienne. C'est ce que je suis en train de faire, repositionner l'Assemblée nationale au plan international. Vous dites ? Révolutionner le Parlement en Côte d'Ivoire. Voilà, remettre le Parlement au travail, mettre les députés au travail, faire en sorte que le Parlement, deuxième pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire, assume pleinement toute sa responsabilité et offre aux Ivoiriens des lois modernes, des lois qui se préoccupent de leur quotidien et qui permettent effectivement l'épanouissement de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous êtes avec le président Ouattara. Oui. Allez-vous être candidat aux prochaines élections ou allez-vous le soutenir pour son deuxième mandat? Ah non, j'ai été clair là-dessus. Je suis de ceux qui pensent qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de faire un bon travail. Et je le soutiens totalement et entièrement. Vous serez candidat ou vous ne serez pas candidat? Je ne serai pas candidat. Quand je dis ceci, c'est pour aboutir au fait que je ne suis pas candidat pour les élections en 2015. Je soutiendrai le président Ouattara. Je l'accompagnerai pour qu'il soit réélu en 2015 pour consolider les acquis de sa politique de développement pour la Côte d'Ivoire. Et après, y a-t-il un deal pour qu'après vous... Non, même si c'était un deal, je ne vous le révélerai pas ici. Donc, aujourd'hui, je soutiens sans contrepartie le président Alassane Ouattara. Parce que, d'abord, je crois que c'est l'homme de la situation pour la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les résultats sont là pour penser que ce monsieur qui, en 2 ans, a révolutionné l'économie ivoirienne, mérite d'être soutenu
pour que son programme puisse bénéficier aux Ivoiriens et qu'un deuxième mandat lui permette justement de consolider ses acquis. Et pour voir la fin du deuxième mandat, maintenant, vous verrez. Non? Maintenant, vous savez, on n'est pas devin. On ne peut pas se projeter sur 10-15 ans. Hein, en politique surtout. Parce qu'en politique, les choses évoluent et fluctuent énormément. Pour l'heure, je suis avec le président. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce parcours-là en étant toujours au-devant de la scène depuis étudiant pour ne pas avoir quand même un objectif en ligne de mire. Je comprends que ce soit votre souhait. Mais en politique, c'est différent. Il faut s'atteler à exécuter la mission qu'on vous confie. Je ne suis pas un homme d'ambition ou un ambitieux ou un arriviste. Je suis un homme de mission. Que reste-t-il aujourd'hui de vos relations avec Charles Blé Goudé? On vous savait un peu proche quand vous étiez étudiant. Ah non, Blé Goudé a été un compagnon de lutte dans le mouvement étudiant. Je vous rappelle que j'ai été celui qui a amené Blé Goudé dans le bureau exécutif national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Donc, il a été un compagnon dans les moments de nos luttes estudiantines. Malheureusement, je dis bien malheureusement, M. Blé Goudé n'a pas entendu la voix de la raison. Il a dérivé et c'est dommage. Et vous en avez souffert? C'est toujours triste de voir un camarade qui, au lieu d'embrasser les valeurs connues, les vertus, malheureusement, tombe donc dans la déréglementation et va à la dérive. Depuis que vos chemins se sont séparés, vous ne êtes jamais vus, vous n'êtes plus vus? Non, nos chemins se sont séparés. Pendant la signature de l'accord politique de Ouagadougou, nous nous sommes retrouvés. Et mieux, quand M. Gbagbo a voulu conserver contre la raison et contre le vote populaire des Ivoiriens le pouvoir, j'ai fait passer des messages à M. Blé pour lui dire « Tu es jeune, tu n'as pas à sceller ton destin ». Malheureusement, il ne m'a pas entendu. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir accordé quand même cette interview exclusive. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'actualité.